Le candidat d'opposition à la présidentielle en Bolivie, Carlos Mesa, a exigé dimanche la tenue d'un nouveau scrutin pour sortir le pays de la crise déclenchée par la réélection controversée fin octobre du socialiste Evo Morales. La meilleure solution à cette crise dans les circonstances actuelles est une nouvelle élection supervisée par un nouvel organe électoral impartial et sous l'observation rigoureuse de la communauté internationale, a déclaré Mesa à l'issue d'une réunion de son parti à La Paz. Mesa, centriste, qui a déjà dirigé la Bolivie de 2003 à 2005, est arrivé en deuxième position lors de la présidentielle du 20 octobre avec 36,51% des voix contre 47,08% pour Morales au pouvoir depuis 2006 selon les résultats définitifs publiés samedi. Mais l'opposition a dénoncé une fraude et la vague de contestation qui a éclaté dès le lendemain du scrutin a fait au moins 2 morts et 140 blessés. Evo Morales a entre ses mains la pacification du pays et l'issue démocratique à cette crise, a ajouté Mesa. Il a appelé ses partisans à rester mobilisés dans la paix et la non-violence. Le président Morales, pour sa part, a accusé ses rivaux de chercher à provoquer un affrontement armé. Le gouvernement a demandé à l'Organisation des États américains d'enquêter sur le scrutin, mais cette initiative a été rejetée par l'opposition. À un an de l'élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, certains candidats à la primaire démocrate tentent de faire prendre un virage à gauche à leur parti. Malgré leurs efforts, ces enjeux sont relégués au second plan dans l'ombre de cette procédure explosive sur l'impeachment. Emporté dans la tourmente, Joe Biden, jusqu'ici grand favori de la primaire démocrate, a vu son avantage se réduire. En déplacement dans l'État de Virginie ce dimanche, il s'est montré offensif. Il y a une raison pour laquelle Trump ne veut pas traverser la rivière. Il sait que vous lui feriez payer des impôts. Je ne devrais pas commencer à parler de Trump, mais, dans un sens, tout tourne autour de lui. Le fait est que nous devons maintenant gagner à nouveau. Autre inconnu qui pèse sur la campagne, le calendrier de la procédure de destitution. On ne sait pas combien de temps cette enquête va prendre, alors que les premiers votes de la primaire démocrate se dérouleront début février. Mesdames et messieurs, je n'exagère pas en disant que si nous voulons nous débarrasser de l'administration la plus corrompue de l'histoire américaine, un type qui a littéralement vendu l'âme du pays, cela va dépendre de ce qui se passe ici, car le reste du monde, le reste du pays vous regarde. De son côté, Donald Trump devrait tenter de rééditer la stratégie gagnante de 2016, conquérir grâce à ses électeurs de base quelques États clés lui permettant d'obtenir une majorité de grands électeurs et remporter le scrutin indirect, même en étant battu en total des voix. Devant ses partisans ce lundi, le président américain a accusé à son tour les médias et les démocrates d'avoir lancé une attaque encore plus honteuse contre les États-Unis, une destitution chasse aux sorcières hyper partisane et dérangée. La semaine dernière, les démocrates ont voté pour tenter d'annuler les bulletins de vote de dizaines de millions d'Américains, pour être exact 63 millions de personnes, se déshonorant et faisant honte à la Chambre des représentants. Ils complotent pour renverser l'élection depuis la première heure. Après notre victoire, a-t-il ajouté. Les démocrates du Congrès américain ont publié lundi la description d'auditions à huis clos de hauts responsables entendus dans le cadre de l'enquête visant la destitution de Donald Trump, dont l'administration s'emploie à ralentir la procédure. Dénonçant une mascarade, voire une tentative de coup d'État, selon les mots du président, la Maison-Blanche refuse de coopérer avec les investigations de l'opposition. 4 hauts responsables américains ont, dans ce contexte, ignoré lundi leur convocation pour témoigner. Voyant derrière ces absences une tentative de faire entrave à la bonne marche du Congrès, les démocrates ont réaffirmé qu'elles pourraient étayer le dossier de mise en accusation contre le président. Ils ont en parallèle publié les premiers des nombreux témoignages fleuves
recueillis à huis clos. Ces auditions démontrent la perversion de la politique étrangère américaine et un canal clandestin de communication parallèle qui cherchait à promouvoir les intérêts personnels et politiques du président, ont affirmé les 3 chefs démocrates des commissions de la Chambre des représentants menant l'enquête. Les députés algériens se penchent depuis ce mardi sur l'examen d'une loi controversée sur les hydrocarbures. Critiqué ou soutenu dans les médias depuis plusieurs semaines, le projet de loi adopté le 14 octobre dernier en Conseil des ministres n'a pas encore été publié officiellement, même si des moutures différentes ont circulé dans la presse. Composé de 238 articles, le projet de loi dont le vote est prévu le 14 novembre prochain révise les régimes juridiques et fiscaux applicables au secteur des hydrocarbures en Algérie. Selon les observateurs, cette nouvelle loi vise à assouplir un cadre juridique et fiscal extrêmement contraignant et très peu incitatif qui a détourné les investisseurs étrangers de l'Algérie dans un contexte de déclin quasi ininterrompu de la production nationale d'hydrocarbures et de prix bas depuis une quinzaine d'années. Depuis plusieurs semaines, les manifestants scandent en outre des slogans hostiles à cette loi sur les hydrocarbures, accusant un pouvoir illégitime de brader les ressources du pays. Plusieurs milliers de personnes, notamment des étudiants qui manifestent chaque semaine à Alger contre le régime, se sont rassemblés quelques minutes ce mardi devant le siège du Parlement pour manifester contre cette loi. Dans un communiqué qu'il a rendu public mardi, le syndicat national des magistrats, initiateur de la grève pour protester contre un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats, a appelé les grévistes à la reprise de l'activité judiciaire à compter de ce mercredi. Cité par l'agence de presse officielle APS, le président du syndicat, Issad Mabrouk, explique que la suspension de la grève a été décidée après une médiation et à la lumière des circonstances que traverse le pays. L'Algérie est depuis le 22 février dernier en proie à un mouvement de contestation inédit du régime, un contexte dans lequel une présidentielle contestée par la rue est prévue le 12 décembre. Présidant notamment les commissions électorales locales, les magistrats jouent un rôle clé dans ce processus électoral. Selon le syndicat national des magistrats, l'accord prévoit que les magistrats contestant leur mutation rejoignent leur nouveau poste et déposent un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature qui les examinera fin novembre. L'accord mettant fin à la grève prévoit également la mise sur pied d'un atelier visant à l'enrichissement des tests relatifs à l'indépendance de la justice, autre revendication des magistrats. La grève inédite suspendue paralysait la quasi-totalité des tribunaux du pays depuis le 27 octobre dernier. Après plus d'un mois d'audition à huis clos, l'enquête lancée par les démocrates au Congrès américain dans l'espoir de destituer Donald Trump entrera dans une semaine dans une nouvelle phase. En effet, ce sera le début des témoignages publics dans l'affaire ukrainienne. Ces auditions, retransmises à la télévision, débuteront le 13 novembre. Elles seront l'occasion pour les Américains de jauger les témoins par eux-mêmes, de décider de leur crédibilité, mais aussi de découvrir les informations de première main sur les méfaits du président, a déclaré le chef démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff. L'objectif est maintenant connu, prouver que le président des États-Unis a connu un abus de pouvoir en conditionnant le dégel d'une aide militaire promise à Kiev à l'ouverture d'enquêtes visant notamment le démocrate Joe Biden, bien placé pour affronter le milliardaire républicain dans la course à la Maison-Blanche dans un an. Depuis, l'opposition démocrate dicte le tempo des investigations menées par la Chambre où elle est majoritaire pour constituer un dossier d'accusation ou d'impeachment. Mais le dernier mot sur la destitution reviendra au Sénat, contrôlé par les républicains qui font pour l'instant bloc derrière le président. Les démocrates ont accumulé à huis clos les récits d'une douzaine de responsables dont les propos ont le plus souvent filtré dans les médias. Ils se sont aussi heurtés au mur de la Maison-Blanche qui refuse de collaborer.
L'évacuation des occupants des deux camps entre la porte de la Chapelle et Saint-Denis en France a démarré à l'aube ce jeudi. Parmi les délogés, de nombreux Afghans et originaires d'Afrique subsaharienne, ainsi que des familles avec enfants. Environ 600 policiers étaient mobilisés pour l'opération. Cette évacuation d'une ampleur inédite depuis plus d'un an dans la capitale intervient au lendemain de la présentation par le gouvernement d'un plan immigration controversé, instaurant notamment des quotas de professionnels qualifiés. Dans ce contexte de durcissement de la rhétorique sur la politique migratoire, le ministre de l'Intérieur s'était engagé mercredi à évacuer les camps du nord-est parisien avant la fin de l'année. Je ne peux pas laisser une situation de danger de cette nature, a précisé Christophe Castaner. Tout ça ne peut plus durer et c'est le sens de la fermeté dont je vous parle, a expliqué le préfet de police de Paris. Signataire de l'arrêté d'évacuation, il estime que les campements prenaient trop d'ampleur et qu'une délinquance s'y installait. La préfecture évoque 213 atteintes aux personnes répertoriées sur le secteur de la porte de la Chapelle depuis début 2019, sans compter les risques entre migrants. Depuis le 17 octobre, le Liban connaît une contestation populaire sans précédent contre sa classe dirigeante sur fond de vives difficultés économiques. Le mouvement qui a mobilisé des centaines de milliers de Libanais, toutes communautés confondues, a entraîné la démission le 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri, mais la formation d'un nouveau gouvernement se fait encore attendre. Mercredi, ce sont les bâtiments publics qui étaient visés. Nous bloquons les organisations gouvernementales qui ne nous donnent pas ce que nous demandons, surtout électricité du Liban. Nous sommes en 2020 et nous n'avons toujours pas d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous voulons un système judiciaire juste, honnête et indépendant. C'est ce que le peuple veut. Je ne mentionnerai pas la corruption. Les juges doivent faire leur travail et ils ont le pouvoir de dénoncer ceux qui les empêchent de le faire. Que l'histoire garde en mémoire leur travail et non pas la corruption. La Banque mondiale a appelé mercredi le Liban à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais. Dans son communiqué, la Banque mondiale a mis en garde contre une récession plus grave encore en raison des pressions économiques et financières croissantes. L'institution prévoit déjà une croissance négative de 0,2% pour l'année en cours. De son côté, le chef de l'État a assuré que le prochain gouvernement inclurait des ministres compétents et à l'abri de tout soupçon de corruption. D'après la présidence, 17 dossiers de corruption feraient désormais l'objet d'enquêtes judiciaires. Le mouvement de protestation a entamé jeudi sa 4e semaine sans s'essouffler. Les manifestants sont de mieux en mieux organisés à travers tout le Liban, ralliant de nouvelles catégories sociales avec chaque jour de nouvelles initiatives pour garder intacte l'ampleur de la mobilisation. C'est ainsi qu'au lendemain de rassemblements emblématiques de plusieurs milliers de Libanaises ayant exprimé leur colère populaire, les écoliers et étudiants entrent en scène. Sac à dos sur les épaules, brandissant des drapeaux libanais, plusieurs milliers d'écoliers et d'étudiants se sont rassemblés jeudi devant le ministère de l'Éducation à Beyrouth, bloquant la circulation. À Tripoli, deuxième grande ville du pays dans le nord, des centaines de jeunes se sont rassemblés sur la place Al-Nour. Ailleurs, à Tripoli, des manifestants ont empêché l'ouverture des bureaux d'une compagnie de téléphonie publique et de certaines banques. Avant eux, mercredi soir, des milliers de femmes se sont rassemblées sur la place des Martyrs, tenant dans leurs mains des chandelles allumées. Accompagnées par les vivas de la foule, les manifestantes ont tapé sur des casseroles dans un joyeux tintamarre. Les manifestants entendent maintenir la pression jusqu'à ce que toutes leurs demandes se concrétisent, notamment la formation d'un gouvernement de technocrates qui ne serait pas issu du sérail politique traditionnel.